Salut Nadège, bienvenue sur le Hello podcast Alex. Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien, ça va très bien. Là, on était en train de parler en off de quand est-ce qu'on se fait des raquettes. Bon, il y a plus de neige, mais du coup, ça m'enthousiasme, j'ai hâte. Yes, carrément. Nadège habite pas loin de Grenoble, elle habite dans le Vercors, au plein milieu de la nature. On voit d'ailleurs ton petit chalet en bois pour ceux qui regardent la vidéo. Je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Nadège, pour ceux qui ne te connaissent pas, en plus, tu accompagnes les coachs de mon programme justement sur la partie mindset. Donc, on va avoir plein de sujets à aborder. Toi, comment tu te décrirais justement en quelques phrases pour ceux qui ne te connaissent pas? C'est une grande question ça. Souvent, c'est vrai que les présentations, j'aime bien les présentations en one one pour pouvoir, parler le langage de l'autre et du coup, comme je sais pas trop, qui m'écoute, je vais faire un truc un peu plus, vaste. Mais je me définirais comme, une personne amoureuse de l'amour. Je suis passionnée de ça, de l'être humain, de la lumière, des détails. Je dirais ce qui m'inspire le plus dans la vie, c'est d'accompagner et de mettre en lumière les personnes passionnées et audacieuses pour les aider à se créer une vie qui les enthousiasme. Et ce, grâce au coaching et à la photo aujourd'hui, qui sont mes 2 activités principales. Trop bien. Et il y a une question que j'adore, commencer cash, pour tous les invités en général. Là, sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que ta vie fait pleinement sens à combien? Ce qui me vient là, c'est genre 8,5, 8,5, 9 par là. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi pas 10? Qu'est-ce qui manque? Ah, pourquoi pas 10? Hem, Bah, tu vois, hier, je me posais la question de si là, je devais mourir dans 1 an, est-ce que, je serais, tu sais, nourrie, épanouie, alignée avec ça? Et je me disais: «Non», parce que je crois que, j'ai pas contribué à la hauteur que j'aimerais contribuer. Donc tu vois, il y a une partie de moi qui est genre: «Ce que je fais 100 sens», mais l'échelle à laquelle je le fais, je pense, fait pas tout à fait sens encore pour moi. Bon, en vrai, si je meurs là, ça va, tu vois? Je suis alignée, je suis contente de ma vie. Mais si je dois un peu chercher, les petits millimètres en plus, c'est ça l'idée qui me Et c'est manque. quoi, l'échelle d'impact où tu dirais: «Ouais, là, je peux mourir tranquille»? C'est en nombre de personnes? Ben, C'est en projet? C'est en quoi? en vrai, vu que j'interviens dans plusieurs programmes, j'ai l'impression que déjà je touche quand même des centaines de personnes. Mais néanmoins, je me dis: «C'est peut-être plus un niveau de transformation, de profondeur de transformation des gens». Je pense, bien sûr, je reçois des messages trop mignons de clients que j'ai ou de gens avec qui j'ai juste eu des petites interactions. Tu vois, tous les soirs, je me couche pas en me disant: «Putain, cette personne, elle a vraiment eu un déclic de ouf». Quand je me couche, avec ma chérie, souvent on se dit: «OK, c'était quoi tes moments préférés de la journée?» et tout, et on débriefe un petit coup. Et bien sûr que quand je fais des coachings que je trouve impactants, bah, je les cite, mais c'est pas tous les jours. Tu vois, des fois, il y a des journées où je coach et où je me dis: «Bon, bah, c'était cool», mais je me dis pas: «Oh waouh, c'était fou pour cette personne», tu vois? Et je crois que sûrement je suis un peu addict à ça, tu vois? Aux grosses transformations ou aux gros déclics, et peut-être aussi qu'il y a des gens chez qui ça bouge tout doucement et je m'en rends pas compte. Mais mine de rien, des fois je me dis: «Là, j'aurais aimé être un peu plus performante, un peu plus impactante d'une certaine manière». Et c'est quoi justement? Tu as des transformations que tu préfères? Hem, alors, ma meuf se moque de moi là-dessus, mais en gros, moi j'aime bien, j'interviens surtout dans le business et dans le couple, et moi ce que je préfère, c'est quand les gens baisent. C'est-à-dire genre ils s'engueulent depuis super longtemps, nanana, ils se parlent plus, c'est le bordel, et puis là soudainement, ça y est, ça va mieux, ils se réconcilient sur l'oreiller, et là je me dis: «C'est bon, mission accomplie». Voilà, ça c'est un peu les trucs que je préfère, et après dans le business, ça va plus être, des gens qui se réalignent, tu vois? Sur le business, je suis pas trop dans la perf en termes de CA. Je vais plus aider les gens à se réaligner, à trouver vraiment quelque chose aligné avec eux et écologique pour eux sur du long terme. Et donc c'est plus quand j'ai des gens qui vont m'écrire sur le: «OK, c'est trop cool, là, j'ai réussi à lancer ça», et je vois que là, ça fait 3, 4, 6 mois que je suis dedans et ça me fait du bien et ça me nourrit, et c'est là où je vois la diff. Mais du coup, c'est sur du temps long. Donc il y a moins ce petit shoot de dopamine, et d'adrénaline du soir, quoi. Mmh, et tu as pas toujours fait ça? C'est quoi un peu dans ton parcours si on reprend, peut-être au niveau, allez, au niveau du bac? Tu as le bac? Tu as le bac d'ailleurs? Bonne question. OK. J'ai le bac, je commence l'école de médecine, je veux faire de la chirurgie. J'arrive en deuxième année de médecine et pour 1 milliard de raisons, j'arrête médecine et je me dis: «En fait, je vais faire kiné». Et là, donc je repasse la première année de médecine que j'avais déjà eue, mais avec l'option kiné. Et ensuite, bah, du coup, bah, je fais école de kiné, j'exerce kiné pendant 5 ans, en libéral, donc pas en hospitalier, pas en centre de rééducation. Et puis, c'est en 2019, du coup, j'habite La Réunion, je suis kiné libérale, et là, covid, confinement, et en fait, c'est ouf parce que genre tous les matins, je me lève et je me dis: «Je suis trop contente de pas aller au boulot, je suis trop contente de pas aller au boulot». Bon bref, je me dis: «Bah, OK, je vais pas retourner au boulot». De fait, j'ai quand même dû retourner au boulot à un moment. J'avais posé mon préavis pendant le premier confinement. Du coup, j'ai peut-être fait 2 mois encore et après j'ai pu partir. Et après, du coup, j'ai fait du massage bien-être et après formé en massage bien-être, Attends, et juste après j'ai fait du TED. quand tu quittes kiné, tu as un plan backup? Tu sais ce que tu vas faire? Tu sais que tu vas faire du massage?
Ou tu le quittes en mode: «Ouais, j'en peux plus» et Mmh, il y a un petit chemin d'introspection, pour trouver, ouais. justement, bah, tiens, si je faisais du massage? OK. C'est une bonne question et je pense que tout se passe super vite parce qu'en fait, à l'époque, je suis beaucoup Antoine BM que peut-être les auditeurs, connaissent et à l'époque, il offre la carte, c'est sa plus grosse formation qui te permet vraiment de savoir ce que tu veux faire, comment te lancer et donc je fais la carte pendant le confinement, donc j'ai beaucoup de temps pour le faire, donc je le fais très vite et donc je fais des ikigai, je fais plein de trucs et à un moment, je me dis: «OK, je veux faire du tatouage cicatriciel, sauf que, ben, faut que je l'apprenne, faut que j'achète du matériel». Enfin, c'est pas comme ça: «Tiens, ça y est, je suis tatoueuse», quoi. Ça se passe pas comme ça. Et donc je me dis: «OK, comment je fais le tampon entre cette activité de tatouage et l'arrêt de la kiné?» Sachant que j'ai pas une trésor de ouf parce que, à cette époque-là, je travaille pas beaucoup et je randonne beaucoup. Et donc bref, j'ai pas beaucoup d'argent. Et donc je me dis: «Bon, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime bien masser les gens, je suis bonne à ça. Vas-y». Donc tu vois, ça se passe en quelques jours. Le moment où je décide d'arrêter et tout. Et donc après, comme en fait, il y a beaucoup de gens de mon cabinet où je travaille qui m'aiment bien, bah, au moment où je leur dis: «Je fais du massage à domicile», bah, il y en a plein qui me disent: «OK, vas-y, viens», et du coup, je commence ma carrière comme ça et j'ai beaucoup de chance parce que tout se met bien. Tu vois? Genre, j'ai directement une clientèle et ça va très vite, quoi. OK, top et le tatouage, ça t'est venu naturellement, genre comme une évidence Hem, ou non justement, enfin il y a parce que c'est pas forcément si commun que ça de se dire: «Tiens, je vais me reconvertir pour faire du tatouage cicatriciel». ouais, ouais. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, avant d'être kiné, donc pendant mes études, j'ai plusieurs petits boulots pour, payer mes études et dont un qui est je fais de la peinture. Donc je fais de la peinture acrylique, sur des grosses toiles et genre ça littéralement, ça me permet ouais, de me payer des études, de me payer ma vie, en fait. Donc en gros, je sais pas, j'ai fait plus de 500 toiles quand j'étais étudiante et donc en fait, j'ai déjà une dimension artistique. J'ai le côté humain, soin, rapport au corps. Je bosse pas mal en post, cancer du sein ou pendant le cancer du sein. Donc tu vois, j'ai vraiment ce rapport de comment je peux faire pour rallier l'humain, le thérapeutique et l'artistique et en fait, franchement, je sais plus comment ça se passe. Je pense, je scrolle sur Insta, je tombe sur un compte qui s'appelle The Téton Tattoo Shop et c'est une nana qui fait des aréoles en tatouage pour des femmes qui ont eu des cancers du sein et qui ont eu des ablations du sein. Et là, je me dis, tu sais, mon cerveau qui fait comme ça, genre: «Ah OK, c'est ça que je veux faire quand je serai grande». Et donc c'est vraiment, sérendipité de ouf, quoi. Je scrolle, je tombe là-dessus et je me dis: «Bah, let's go». Ceci étant, j'ai jamais fait d'aréole, 3D comme ça et d'ailleurs, à la fin de ma carrière de tatoueuse, je me suis spécialisée dans le tatouage cicatriciel du cancer du sein, mais en réalité, j'ai appris à tatouer sur des peaux saines au début. Enfin, c'est super dur de tatouer des cicatrices, donc clairement, j'ai fait ça juste sur la fin de ma carrière, quoi. OK. OK, OK mince, bah, la question elle est partie, elle reviendra plus tard. Hem, donc tu te lances dans les massages. Au début, ça vient facilement, on va dire. Mmh. Qu'est-ce Ouais. qui se passe ensuite? Parce que du Qu'est-ce coup qui se passe? attends, je Heu, m'arrête. Les massages, moi, j'ai un peu cette vision de c'est pas non plus le métier qui te fait rouler sur l'or, et pourtant toi, ton plan, c'est de mettre de l'argent de côté pour, le te tatouage. faire le tatouage. Tu Ouais. arrives du coup à mettre comme ça suffisamment d'argent de côté? Bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, du coup, je suis à La Réunion, j'ai pas un train de vie qui me demande beaucoup d'argent en vérité, donc même si en vrai, je bosse pas, enfin, je fais peut-être un, 2 massages par jour, hein, Ouais, tranquille. Mais du coup, je suis en auto-entreprise, donc tu vois, j'ai que 20-25 de charges d'URSSAF. Heu, Même en faisant un ou 2 massages par jour, tu te mets bien, quoi. Et le tarif, c'est à peu près 1 € la minute, donc c'est à peu près mes tarifs. Mais tu vois, si tu fais 2 massages d'une heure et demie, tu te fais 180 balles par jour. En fait, il y a largement de quoi vivre. J'ai pas d'enfant, tu vois, il y a plein de trucs qui font que ça se fait. Et puis, en fait, ce qui me met un peu dedans, par contre, c'est que quand je redéménage en métropole, c'est le deuxi genre, je déménage et 2 jours plus tard, c'est le deuxième confinement que j'avais pas vu venir, moi. Et donc là, je peux enfin, voilà, je peux soit, confiner chez mes parents, ce qui me donne pas très envie, soit confiner, chez, une meuf que j'ai rencontrée à La Réunion et qui s'est avérée être mon ex-compagne, du coup. Et du coup, je vais chez elle et là, j'arrive à Bruxelles et je sais j'ai pas de clientèle, c'est le confinement aussi là-bas. Enfin, c'est la merde, très clairement. Et après, du coup, je m'en sors avec des petites applis où je réussis à faire un petit peu de massage alors que c'est clairement pas très légal à ce moment-là, hein, soyons très clairs. Et en fait, pareil, j'ai très peu de charges. Et en fait, même si je gagne pas, je gagne peut-être 2 000 à 3 000 € par mois, ce qui est déjà trop bien, hein, donc soyons très clairs. Mais en fait, vu que j'ai très peu de charges, ça me fait du reste à vivre. Je m'achète très vite du matériel de tatouage et c'est parti, quoi. OK et tu t'es formé, je suppose, au tatouage? Ouais, carrément. Tout ça en parallèle du massage et quand est-ce que tu te lances, du coup, dans le tatouage? À un moment donné, tu arrêtes le massage, tu te lances dans le tatouage, tu fais les 2 en parallèle? Je continue de faire les 2 en parallèle parce qu'en fait, se faire une clientèle en tatouage pendant une période de confinement, c'est pas facile parce que du coup, c'est interdit. Donc je tatoue les potes de manière très légale, n'est-ce pas? Enfin bref, tout ça est très légal. Et Totalement. puis, évidemment. Et puis en fait, je galère à me lancer. Le tatouage, ça m'a mis du temps. Je pense que c'est l'activité où j'ai le plus galéré à me lancer.
à cause des confinements, à cause de plein de choses et du coup, on redéménage en France à un moment, 1 année plus tard et là, du coup, je trouve un salon où je peux me poser, où je pose mes valises et où enfin je peux commencer à développer ma clientèle de manière vraiment, grande et entre les 2, je continue un peu le massage mais tu vois, en fait, quand on fait Bruxelles-Toulouse, bah, pareil, j'arrive, je connais personne, faut que je refasse à nouveau toute une clientèle en physique et là, d'ailleurs, c'est là où je me promets de trouver un métier où quand je déménage, c'est pas la merde pendant 6 mois à chaque fois parce qu'en fait, faire une clientèle physique, ça peut très bien se faire, mais je trouve qu'il y a une inertie différente du digital, tu vois? Donc à chaque fois, c'est plus compliqué, quoi et entre les 2, du coup, je Et fais d'ailleurs toujours du massage. Ouais, dis-moi? pardon, comment tu fais d'ailleurs pour refaire cette clientèle de zéro? C'est quoi tes plans d'action, tes astuces Ouais pour tu et dans une ben, logique de dire, «Allez, je refais une clientèle»? ouais, alors évidemment, ça dépend de l'activité des gens, hein. Moi, en l'occurrence, en massage, il y avait une appli, mon Dieu, j'ai oublié le nom, mais en gros, c'était une appli de service à domicile, Wikaza, qui est assez connue, je crois, hein et du coup, on pouvait proposer du massage là aussi sur ta application. Moi, je me mets sur des applis. J'ai quand même un système de SEO qui est pas dégueu parce que j'ai un site, je suis quand même bien référencée sur Google Maps et j'ai beaucoup d'avis. Genre j'ai plus de 100 avis 5 étoiles et du coup, bah, même si à chaque fois j'arrive et il y a pas de bouche à oreille, bah, il y a ça quand même et tu vois, genre, je pense pas que je conseillerais forcément aux gens de faire du SEO, mais en fait, si je suis un peu honnête avec moi, ça m'a sauvée plus d'une fois, quoi. Enfin vraiment. Là, ça fait Parce 4 tu que sais, j'ai déménagé il y a 4 mois et j'ai mis 4 mois à réussir à réactiver ma fiche Google, ça a été l'enfer administrativement et là, elle a été réactivée hier soir et je te jure, j'avais les larmes aux yeux, je me disais: «Putain, mais enfin, quoi» et je sais que ça va m'apporter des nouveaux clients en photographe, et cetera. quand tu parles, SEO, tu parles de ta fiche Google ou tu parles vraiment d'un site internet, que Les tu 2, références? les 2, ouais. En fait, j'avais une fiche Google qui m'amenait sur un site. Alors évidemment, cette fiche Google aurait pu m'amener sur un Insta, n'importe quoi d'autre, hein. Néanmoins, j'ai quand même beaucoup de clients qui ont vu enfin, qui sont venus et je leur demande à chaque fois: «OK, comment vous m'avez connu? Qu'est-ce qui vous a fait le déclic?» et j'en ai quand même plus de 20, voire plus, qui m'ont dit: «Je suis tombé sur votre site, j'ai trouvé ça très professionnel et nanana». Donc tu vois, il y a vraiment ce truc de le site pro, ça sert à rien et tu vois, une partie de moi est d'accord avec ça et il y a quand même une partie de moi qui sait que j'ai fait des dizaines de milliers d'euros grâce à ça, donc voilà, ça sert à rien sauf au moment où ça sert à quelque chose, quoi. Carrément, et ta fiche Google, du coup, parce que tu es à la fois masseuse à ce moment-là encore et à la fois Ouais, tatoueuse, ouais. c'est une fiche, masseuse, tatoueuse ou tu as une fiche masseuse, tu as une fiche tatoueuse? C'est une très bonne question. J'ai une seule fiche et en fait, sur Google, Business, donc My Business, tu peux mettre plusieurs activités. Ton activité principale, donc celle qui est sur ton SIRET, enfin ton numéro INSEE, je sais pas comment on dit, APE là, c'est la première activité qui sort. Mais par contre, si quelqu'un tu vois, par exemple, moi je suis coach en première activité et ensuite je suis photographe. Si les gens tapent, Nadège de Prester, ils vont voir coach de vie. Mais s'ils tapent photographe, Vercors, ils vont tomber sur ma fiche en voyant photographe. Donc en fait, c'est quand même bien foutu. Tu peux avoir plusieurs activités sur la même fiche. Alors ce qui est un peu chelou, c'est que moi j'ai des avis qui remontent de 2016 où j'étais encore kiné, tu vois? Donc j'ai énormément d'avis, mais du coup très divers. Mais bon, après les gens, ils s'amusent rarement à lire plus de 100 avis, tu vois? Ils vont lire les derniers qui sont du coup du coaching et de la photo et ça fait sens quand même, quoi. Je savais pas par contre que le titre se modifiait en fonction de ce que Ouais. recherchait la personne. Alors à l'époque, c'était pas comme ça. J'avais marqué, je sais pas, j'avais dû marquer, massage et tatouage et formation massage, j'en sais rien. Enfin, j'avais fait toute une line. Maintenant, tu mets ton nom d'entreprise, donc moi, c'est Nadège de Prester parce que j'ai pas de nom de société et après, du coup, juste tu peux détailler, mais je pense que l'algo, ils l'ont amélioré avec le temps. Du coup, c'est quand même bien fait. Et là, tu vois, je suis curieuse de voir combien d'appels je vais recevoir grâce à ça. Parce que je sais, tu vois, que par le passé, genre quand j'étais masseuse, littéralement tous les jours, je recevais un message ou un appel. Alors souvent, c'était des mecs qui voulaient autre chose que du massage et donc c'était très chiant. Mais bon, dans tout le lot de gens un peu chelous, il y avait aussi des vrais clients qui sont venus grâce à Google Maps, quoi. Et ça, du coup, c'était quoi? C'est Toulouse, hein, il me semble. Tu es directement allée à Toulouse. Quand tu es allée sur Toulouse, c'est 80 des gens qui viennent du coup de ta fiche Google ou tu avais fait d'autres actions en local? Alors en action locale, j'avais laissé des cartes chez des ostéos, chez des gens qui avaient à peu près la même tu sais, en marketing, moi j'appelle ça les gens bombeurs, les gens qui ont la même cible que toi, mais qui font pas du coup, exactement la même, prestat de service. Donc j'avais laissé des quelques cartes. L'appli, la Wikaza, ça m'a vraiment lancée parce que du coup, j'ai eu plein de clients grâce à l'appli et ensuite qui ont pu faire du bouche à oreille. Je saurais pas te dire les pourcentages exacts, mais du coup, au début, c'était beaucoup Wikaza, ensuite un peu, les cartes, le bouche à oreille et le SEO qui s'est mis en place après, tu Du coup, à un moment donné, je t'ai coupé, mais je sais pas si tu sais ce que tu voulais dire ou pas? non, je ne me rappelle plus, Bon, c'est pas grave. ça reviendra. Hem, donc là, tu es à Toulouse. Tu fais, massage et tatouage. Comment tu en viens à ajouter cette casquette de coach? En fait, ça dépend parce qu'on met comme étiquette derrière le mot coach, tu vois? En vrai, je pense que j'ai coaché, toute proportion gardée, genre toute ma vie professionnelle. Enfin, genre quand j'étais kiné, je posais des questions aux gens. Voilà, c'est juste, un moment, je me suis dit,
Ouais, alors je t'ai pas dit dans mes innombrables métiers, à un moment, j'avais fait du copywriting et du consulting marketing. Je me suis formée chez un ami à nous et en fait, C'était quand ça? ça, c'était en 2021 quand j'ai déménagé à Toulouse, en fait, il y a eu ce moment tampon où j'ai eu un peu de temps et d'inertie à me refaire une clientèle physique et là, je me disais: «OK, comment on paye les factures? Qu'est-ce que j'aime faire?» J'ai refait un ikigai rapide. Je me suis dit: «Bon, bah, j'aime bien écrire, je suis pas débile à ça, vas-y, je me forme en copywriting». C'est vraiment ce qui s'est passé dans ma tête, tu vois? Et du coup, j'ai fait ça, j'ai fait de la prestat de service et en fait, pendant un coaching avec mon formateur, à un moment, j'ai, tu sais, une espèce d'épiphanie. Genre, il me pose une question et là, je lui dis: «Non, mais écoute, en fait, j'ai plus envie de faire la prestat de service. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux faire des épiphanies comme ça aux gens, comme tu viens de me faire. Je veux faire ce que tu viens de faire». Et je lui dis: «Du coup, je veux être coach». Et lui, il me dit: «Bah, OK, je suis pas formé en coaching, mais je peux te mettre en contact avec un coach», tu vois? Et du coup, il me met en contact avec un coach qui me mécène pendant enfin, qui me mentor plutôt pendant 1 an et demi. Et en échange, moi, je lui fais du copywriting, justement. Et puis je me forme chez David Laroche, chez Julien et voilà. C'est comme ça que ça se lance, quoi. Bien. Et donc à un moment donné, tu fais coaching, tatouage et masseuse? Ouais, clairement, et petit à petit, le massage s'arrête, enfin s'arrête. Je diminue le massage parce qu'en fait, le tatouage commence à vraiment bien fonctionner. Donc à ce moment-là, je vis essentiellement du tatouage et en fait, ce que je perçois dans le pattern, ce qui se joue, c'est que à chaque fois que j'ai une nouvelle envie professionnelle, c'est mon ancien métier qui me soutient financièrement et tu vois, les gens qui se lancent en brûlant les bateaux, je comprends le principe, mais franchement, je trouve c'est personnellement, je conseille jamais ça à mes clients parce que je trouve ça met dans un état de scarcity financière qui aide pas à être très magnétique, quoi. Enfin, quand tu as besoin que les gens te disent oui quand tu les closes, je C'est trouve ça compliqué. marche moins bien. Non, mais c'est ultra intéressant et tu as jamais eu ce moment où, que va penser le client, par exemple, si, je suis, 80 de mon temps masseuse et que 20 tatoueuse, est-ce qu'il va pas se dire que je suis pas compétente parce que je suis pas à 100? Et quand je suis 80 tatoueuse et que 20 coaching, est-ce qu'il va pas se dire: «Mais c'est qui celle-là? Elle est pas compétente?» Comment tu gères un peu cette confiance en toi quand à chaque fois que tu changes? Ouais, c'est une bonne question et en vrai, je me la suis posée à peu près à chaque changement de carrière, hein. Si, si, je me le suis posée et tu vois, je pense que faire des choix, c'est pas, enfin, comment dire? J'ai quand je maintenant j'arrive à en faire, mais de base, il y a encore quelques mois, je t'aurais dit: «C'est pas ma zone de génie de faire des choix» et donc souvent, je fais pas de choix et je continue plusieurs trucs qui me font plaisir. Mais la vérité, c'est que effectivement, je voyais bien que je me dispersais et c'est même pas une histoire de qu'est-ce que pensent les gens de moi, c'est qu'est-ce que moi je pense de moi. C'est, bah, bien sûr que si je faisais 100 du tatouage, je serais meilleure tatoueuse. J'avais décidé à cette époque de pas faire ça parce que physiquement, j'avais du mal à les positions. Enfin, en fait, le tatouage, c'est quand même assez, exigeant étonnamment. Donc on pourrait se dire: «C'est bon, il dessine sur des gens toute la journée, c'est cool». Mais c'est des positions de merde et tu gères la douleur des patients et des clients et enfin bref, c'est, bon, c'est exigeant. Donc moi, je m'étais promis de pas faire ça, H24, mais en même temps, effectivement, je me disais: «Bah, en fait, là, je suis ni experte en coaching, ni experte en tatouage» et après je me suis dit: «Ben, OK, qu'est-ce que je me vois faire toute ma vie? C'est quoi le jeu long terme auquel je veux jouer?» et c'était pas le tatouage, clairement. Ce qui faisait que tu arrivais pas à faire de choix, c'est quoi? C'est cette peur de s'ennuyer, cette peur de se tromper, c'était quoi? Je pense que c'était un mix entre peur de l'ennui, ouais, de me dire: «Est-ce que toutes les journées, je vais faire la même chose?» et tu vois, dans le coaching, pour le coup, c'est pas ce que je ressens, donc ça, c'est cool, je m'ennuie jamais. Mais dans le tatouage, ouais, il y avait un peu cette peur-là, de ça et puis aussi je me suis dit: «Bah, en fait, si je redéménage, ça va à nouveau être la même galère» et du coup ma promesse de développe une activité digitale pouvait pas vraiment fitter avec le tatouage en vérité. Ouais, carrément. Et à quel moment là, tu fais plus de tatouage et tu fais de la photo. Elle arrivait où la photo dans cette histoire? C'est une très bonne question, elle est arrivée où? Bah, en fait, justement, c'est ça y est, j'arrive à vivre du coaching, j'arrête le tatouage et là je me dis: «Quand même, ça va m'ennuyer de plus avoir d'activité artistique, claire». Donc bien sûr, j'aurais pu le garder en hobby, on est bien d'accord et pour l'instant, la photo, clairement, ne me rémunère pas. Genre, je le compte en activité secondaire parce que sur le papier, j'en fais un peu, mais vraiment, c'est 1 de mon CA, enfin, c'est rien. J'aimerais bien que ça se développe un peu, mais tu vois, la semaine dernière, j'ai vraiment beaucoup brainstormé là-dessus et je suis arrivée à la conclusion qu'en fait, c'est peut-être justement au moment où je vais lâcher cette envie que ça devienne pro, que ça va peut-être le devenir. Tu sais, là, j'étais tellement en mode: «Il faut que, j'aimerais beaucoup que, bah, en fait, à chaque fois que je lâche un truc, je vois les choses qui bougent et là, je crois que j'étais trop attachée au fait que, vas-y, la photo doit être un truc professionnel et en fait, je me disais: «Ben, j'ai dépensé tellement d'argent en matos photo, en formation photo, c'est pas possible que ça reste un loisir» et puis la semaine dernière, j'ai réalisé que, bah, si, en fait, ça peut rester un loisir. Ça peut aussi être, un top funnel de mon funnel d'acquisition. Ça peut être, ben, je photographie des gens et grâce à ça, ça me permet d'accéder ensuite à du coaching et cetera et donc voilà, je me suis lâché la grappe, la semaine dernière, ça m'a fait beaucoup de bien et on verra, inch'Allah, si ça se trouve dans 1 an, on se reparle et je vis à 90 de la photo, j'en sais rien, tu vois?
Dans ta vision justement, ça tu as une image de quel pourcentage coaching photo? Est-ce qu'il y a que de la photo? Est-ce qu'il y a que du coaching? Ouais, moi j'imagine bien un petit 60 coaching, 40 photos. En fait, le truc de la photo, c'est que la séance photo, elle dure pas longtemps, mais trouver les clients, aller sur le lieu, prendre les photos, traiter les photos, en fait, la prise photo, tu vois, si je fais une séance photo, un shooting photo par semaine, on pourrait se dire: «Bon, bah, ça va être 10, même pas». En fait, ça peut vite devenir 20-30. Un ou 2 coachings par semaine, un ou 2 shootings par semaine, ça me ferait vraiment kiffer. Voilà. Après, je sais pas exactement le pourcentage que ça fera, mais j'aimerais beaucoup. Et du coup, comment tu fais pour justement organiser ton temps? Tu es la pro du multitasking quoi et genre toujours au moins 2 activités en parallèle? Tu as des plannings bien définis, des journées bien définies ou c'est à la demi-journée, que tu définis ton truc ou c'est freestyle total? C'est quoi un peu ton organisation pour justement alors peut-être que tu as ce sentiment de t'éparpiller, mais essayer de minimiser ce truc de: «Je suis partout, je suis nulle part». Et ben, en fait, moi, ce qui m'a fait arrêter de penser: «Je suis partout, je suis nulle part», c'est plus des choix personnels. Parce qu'à un moment, j'avais 2 amoureuses, à 2 bouts de la France, Toulouse, Grenoble, tu vois? C'était un peu le bordel et au moment où j'ai fait ce choix hyper dur, bah, non, de choisir une relation amoureuse, c'est là où j'ai pu me déposer. Franchement, mais même avant ça, ceci dit, j'avais pas vraiment de planning très défini. Tu vois? Mon calendrier, enfin, c'est pas un calendrier, c'est un Z-call, mais mon calendrier, on va dire pro, en fait, j'ai des créneaux horaires sur des plages horaires et tous mes calendriers pro sont sur les mêmes plages horaires. Donc en fait, si des gens me prennent, des coachings les mardis, je vais pas shooter ce jour-là, mais si j'ai un shooting qui se réserve avant, je vais shooter ce jour-là. Donc j'ai pas de jour prédéfini et je crois que j'en ai jamais eu parce que même quand je faisais tatouage, massage, tout le bordel, j'avais pas, les seuls moments où j'ai eu des plannings un peu plus, carrés, c'était quand j'étais kiné. Parce que j'avais des patients qui avaient un peu cette demande de: «OK, j'aimerais bien toutes les semaines que ce soit à la même heure». Voilà et j'ai cédé à leurs envies, même si je t'avoue c'était pas ma came, mais bon voilà et là, je suis beaucoup plus heureuse là d'avoir juste des plannings, un peu plus bordéliques. En fait, moi, ça me fait du bien. Je pense que ça stresserait beaucoup de gens, mais j'ai pas d'enfant encore une fois. Je pense que il y a aussi beaucoup de contraintes sociales que j'ai pas. J'habite, comme tu l'as dit, dans un petit chalet à la montagne. Je veux pas, enfin, ma vie sociale, elle est tranquille. J'ai pas de contraintes, quoi. Si je veux bosser, 12 heures ou 2 heures, ben, ça change rien, en fait. OK. Du coup, tu laisses plutôt s venir ce qui vient, plutôt que toi Mmh. imposer, tes credos, c'est Ouais. ça? Carrément et le jour où je serai sous l'eau niveau demande et que je pourrai plus absorber, bien sûr que je ferai autrement. Mais c'est pas le cas, tu vois? Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui sont tout le temps open et tu vois? Je pense que j'ai des collègues qui m'avaient dit, «Mais surtout qu'à l'NJ, du coup, on voit que tu as plein de créneaux, ça te dessert, les gens vont penser que tu es pas trop demandé» et je suis genre: «Oui, mais en fait, je vais pas faire semblant», tu vois? En fait, j'ai de la place, j'ai de la place. Je vais pas faire semblant que j'ai pas de place, en fait, Ouais, c'est tout. carrément. Puis je trouve que maintenant, tout le monde a des créneaux enfin, tu vois, quand tu regardes, ceux qui sont tout le temps full, ils ont quand même des créneaux tout le temps libres pour être sûr d'amasser le monde et ils vont juste prendre une équipe commerciale pour prendre tout le monde, quoi. Bien sûr. C'est quand même assez rare de voir des calendriers, plus pris. Hem et du coup, tes clients là, aujourd'hui, comment tu fais ta recherche? Sachant que du coup, tu veux peut-être rechercher à la fois des clients coach et à la fois des clients photographes. Comment tu t'organises pour que la communication, elle soit plutôt claire, pour que, tu vois, ça soit fluide, même pour toi en termes d'organisation? C'est quoi un Ouais. peu ce que tu fais? Et ben, je me suis beaucoup questionnée sur, mes réseaux sociaux, tu vois? Je me demandais: «OK, est-ce qu'il faut que je fasse un compte de chaque?» Ce qui aurait été marketingement sûrement le plus stratégique en vérité. Et puis, je me suis dit: «Est-ce que je vais tenir ça pendant 10 ans?» Dans ma tête, je me suis dit: «Bah non». Donc donc voilà, c'est pas ce que j'ai fait. Je pense que pour des gens, qui veulent être très, incisifs, faire du cash très vite, ouais, bien sûr, la niche, la cible, c'est ce que je conseille à mes clients aussi et j'y crois fort, tu vois? Moi, je crois que j'ai plus envie de créer une sorte de personal brand et on n'est pas à l'abri que j'ai une nouvelle passion professionnelle chelou dans 3 ans. Donc tu vois, il y a aussi ce truc de oui, je peux monter un compte à fond sur une niche, mais en fait, si dans 3 ans j'arrête cette activité, OK, bon, je peux toujours faire un transfert, je peux changer le nom du compte et tout, mais j'aime pas trop ce truc de changer full d'activité, sur un compte dédié parce qu'en fait, du coup, les followers sont plus du tout, bah, bons, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas une très bonne idée, je pense. Et bon, en vérité, c'est ce que j'ai fait sur mon compte perso plein de fois, hein, parce que tu vois, je suis passée, du massage, puis au tatouage et là, il y a plus un seul, post de tatouage alors que j'en avais genre 300 à une époque, tu vois? Donc bien sûr que je l'ai déjà fait par le passé. Mais je sais pas, il y a une espèce de base d'irréductibles fans qui me suivent, dans toutes mes goguettes, entrepreneuriales étranges, donc j'ai toujours des fans, quoi. Et il y a des gens, je leur ai vendu littéralement tous mes métiers. Il y a des gens que j'ai eu en kiné, que j'ai massé, que j'ai formé, que j'ai tatoué, enfin, c'est un délire, tu vois? J'ai l'impression que là, je leur dirais: «Vas-y, je me mets à la poterie», ils diraient: «Vas-y, où est-ce que je peux acheter tes pots?» Et je trouve ça trop beau de me dire, en fait, quoi que je fasse, je sais que ça va intéresser des gens.
Et qu'est-ce qui fait selon toi justement que les gens te suivent dans toutes tes aventures? Hem, ben, de manière pragmatique, je pense, le fait que j'ai une newsletter peut aider, tu vois? En tout cas, il y a une sorte de connexion. Alors, je suis beaucoup moins, régulière qu'à une époque. À une époque, je fais vraiment tous les dimanches, je faisais ma petite newsletter et je pense que j'aimais bien ce cadre et puis à un moment, ça m'a saoulée et du coup, j'ai arrêté de faire ça de manière, un jour précis dans la semaine et tout. Il y a ça et sinon, ben, qu'est-ce qui bah, je sais pas, j'imagine qu'ils sont connectés plus à mon énergie de: «OK, en fait, je veux quelque chose dans la vie, comment je fais pour le développer?» Et plus ils me suivent pour qui je suis que pour ce que je fais, tu vois? Et je pense que c'est vraiment un message que je donne à beaucoup de clients, c'est les gens vous aiment et vous suivent pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites et je trouve qu'il y a beaucoup plus de pérennité dans un business où on va vendre notre présence et notre être que dans nos compétences techniques, quoi, finalement. Mais comment tu fais justement pour à travers tes réseaux sociaux, montrer qui tu es plus que ce que tu fais? Toi, tu as des types de contenus où tu dis: «Ah ça, il faut que je le partage parce que ça va justement montrer qui je suis et pas ce que je fais». Tu as des routines? Comment tu fais pour faire passer ce message-là à travers les réseaux sociaux? Ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, je pense que je le fais pas assez, premièrement, mais je pense que dans mes posts, je le fais pas assez, ça c'est sûr. Par contre, dans mes stories, ben, ça va être, je sais pas, je vais randonner, je prends des photos, des vidéos de ce que je vois, de ce que je vis et je pense que, bien sûr, au final, c'est quand même l'action d'aller randonner, mais en fait, c'est quand même je suis une personne qui s'est octroyée cette vie à la montagne parce qu'elle en avait envie, malgré plein de difficultés perso, pro et je pense que, tu vois, qui je suis, ça transparaît dans mon lifestyle global. Donc je sais pas, là, je me suis commandé un piano la semaine dernière, je vais le recevoir bientôt. Bien sûr que je vais communiquer là-dessus, alors que ça a rien à voir avec la enfin, tu vois, ça a rien à voir avec mon activité. Mais je sais aussi que les gens qui sont sensibles à la musique, à l'émotion que ça peut procurer, vont se connecter à ça. Et je pense que ouais, la personal brand, c'est quand même moi, je trouve ça important, en tout cas. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, voient pas l'importance suffisamment de ça et le mettent pas du tout en exergue, mais encore une fois, les gens vont se connecter à qui tu es, avant de se connecter à qui tu fais, quoi. À ce que tu fais. Et là, si, ceux qui nous écoutent se disent: «Waouh, ça fait totalement sens, j'ai totalement envie de travailler ma personal branding. Waouh, mais par où je commence?» Ce serait quoi un peu tes conseils? Ouais, bah, déjà, ce serait de vivre des choses. Parce qu'en fait, c'est difficile de communiquer sur qui on est et ce qu'on ressent et ce qu'on veut de la vie, si en fait on vit pas la vie qu'on veut. Donc peut-être avant de penser à comment je le communique, c'est comment je le vis déjà moi, comment je me connecte à ce que je veux et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein, évidemment, mais ça pourrait être, ben, si, une question du style, si j'avais aucune contrainte financière, que vraiment l'argent venait à flot, que c'était l'opulence, que j'avais pas peur de la critique, de perdre le lien, qu'est-ce que je ferais de mes journées? Comment je contribuerais naturellement? Qu'est-ce que enfin, ouais, ce serait quoi mon quotidien, quoi? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Heu et je pense que dans cet état d'esprit-là, on peut se demander: «OK, ben, du coup, qu'est-ce que je fais naturellement quand je suis pas sous contrainte et que j'ai pas peur?» Et je pense que ça fait partie de la personal brand. Ça peut être aussi qui on est naturellement. Je sais pas, si quelqu'un est très drôle, fait beaucoup de blagues, ça peut être utiliser ça, tu vois? Et ça peut être du coup aussi demander à ses proches, à ses amis, à son ou sa chérie: «OK, c'est quoi les 3 ou 4 mots-clés auxquels tu penses quand tu penses à moi?» Et demander ça à 5 10 personnes pour avoir une sorte de synthèse. Voilà. Après, il y a j'imagine plein d'exercices possibles, hein, mais en tout cas, c'est se reconnecter à qui on est naturellement, sans contrainte et sans peur. C'est top comme conseil, merci. Et du coup, quand tu penses à publier les choses, tu as en tête, je sais pas, les trois quatre mots clés sur lesquels tu aimerais bien que les gens se reconnectent et du coup, quand tu postes, tu dis: «Ah, est-ce que ça j'arrive à le rattacher à un mot clé et tout ça?» ou tu poses comme ça et tu as jamais réfléchi aux vraiment trois quatre mots clés que Ouais. sur lesquels tu aimerais qu'on te reconnaisse? Bah, en fait, j'y ai réfléchi et maintenant, je pense, je le fais plus de manière si consciente, c'est plus intuitif. Mais du coup, j'aime vraiment bien la notion de nature, montagne, bah, du coup, mon lifestyle en termes d'environnement. J'aime bien la notion de minimalisme dans et mes typos et mes choix esthétiques, on va dire, sur mon feed et j'aime bien le côté, littéraire, philosophique, poétique. Donc soit des fois je lis des choses poétiques ou philosophiques et je les prends en photo et je les mets en story et je sais des fois que ça fait plus d'interaction que quand j'essaye de dire des trucs intelligents, tu vois? Et c'est OK, tu vois? Et je pense que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans et en fait, on attire ce qu'on est, mais du coup, si on veut attirer ce qu'on est, il faut bien montrer ce qu'on est, tu vois? Et donc moi, je suis en tout cas, j'aime pas trop utiliser le mot «je suis», mais en ce moment, a priori, je me définis comme une personne qui lit beaucoup de poésie, des philosophies, qui fait de la musique et qui vit à la montagne et tous les gens qui vont pour qui ça va parler, c'est parce que je le montre que ça va pouvoir résonner, quoi. C'est marrant parce que j'aurais totalement utilisé les mots poétiques, philosophiques, pour décrire, ce que tu partages. Ça matche bien avec, ce que tu partages. Et aujourd'hui, c'est quoi un peu tes challenges du moment? Tu as, normalement comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde, bah, tu vois, en perso, je pense que c'est plutôt calme. En tout cas, je me sens pas dans des gros challenges,
Et en pro, ben, c'est un peu ce que je t'ai partagé tout à l'heure sur mes réflexions de: «OK, quelle place j'ai envie que la photo prenne?» Donc c'est plus de l'organisation stratégique, je dirais, assez méta, tu vois? Là, en ce moment, je dézoome de mon business. Financièrement, ça va, donc j'ai un peu ce truc de: «Bon, je peux un peu ralentir» et donc il y a ce truc de: «OK, qu'est-ce que je veux vraiment?» Et tu vois, il y a des programmes où j'interviens en one-one, d'autres en groupe, par exemple. Bah, je sais que, tu vois, typiquement, je prends plus de plaisir dans les programmes où j'interviens en one-one comme dans le tien, parce que je suis plus libre sur mes horaires, je préfère le one-one d'une certaine manière. Donc je réfléchis aussi à ça, c'est, bah, en fait, du coup, si ma vision, c'est ça, OK, je vais arrêter, par exemple, de communiquer auprès d'entrepreneurs pour faire de l'intrapreneuriat, parce que, bah, ça fait plus vraiment sens pour moi d'intervenir en groupe et c'est plus, ouais, des méta comme ça et du coup, mes challenges, c'est en tout cas, la semaine dernière, c'était quelle place j'ai envie que la photo prenne et là, ça va plus être comment je me montre au monde, de la manière la plus minimaliste, poétique, philosophique possible. Tu vois, typiquement, mon site, je l'ai il est off en ce moment, en tout cas, il fonctionne plus parce que du coup, j'étais dans cette réflexion et j'ai bossé mon SEO avec, ben, Charlotte, que tu connais, du coup, Charlotte Pion et et je me suis posé plein de questions. Et en fait, bosser mon SEO, ça m'a fait vraiment re-questionner mon business, genre en profondeur. Tu vois? Ça pourrait paraître super superficiel et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, quand tu te fais chier à faire des pages SEO, tu as envie que ça fonctionne plus de 3 mois et que tu les changes pas tous les 3 mois, quoi. Donc là, ça m'a fait vraiment restructurer et je crois que j'ai vraiment envie d'avoir une belle vitrine et encore une fois, je pense que techniquement, stratégiquement, ça sert pas à grand chose sur du court terme. C'est pas mon site qui va me faire avoir plein de clients d'un coup. Par contre, tu vois, j'aime bien réfléchir long terme et je sais que le SEO, ça peut vraiment être game changer parce que si quelqu'un tape photographe Vercors qui tombe sûrement en première page, ma carrière de photographe va pas prendre la même tournure, clairement. Ouais, carrément. Mais, par rapport au SEO, tu penses quoi toi de ChatGPT? Enfin, à titre personnel, moi je crois de moins en moins aussi au SEO. Pourquoi? Je me mets à tout rechercher sur ChatGPT. C'est-à-dire qu'un restaurant, je vais le dire: «Tiens, ChatGPT, avec tout ce que tu connais de moi, va me trouver un petit restaurant, pour, ma famille» et cetera. Heu, tu t'es renseigné un peu sur justement, comment intégrer le SEO version IA, tu vois? C'est-à-dire que ce soit, les IA qui te trouvent. Quelle est un peu ta vision là-dessus? Si tu en as une? Ouais, ouais, carrément. Alors, je me suis posé la question et en fait, déjà, pour être très honnête, moi, j'utilise encore Google Maps, donc je me dis: «Bon, tant que moi, j'utilise Google Maps, des gens vont utiliser Google Maps», tu vois? Et la vérité aussi, c'est que je pense qu'on est vraiment dans un microcosme d'entre-soi, d'entrepreneurs qui utilisent l'IA. Quand je regarde un peu les gens un peu plus âgés que moi ou juste d'anciens, confrères, consoeurs, kinés, moi j'ai littéralement des potes qui n'utilisent pas ChatGPT, mais genre qui n'utilisent pas ChatGPT. Genre ils ont pas de compte OpenAI, tu vois? Et donc je me dis: des gens de mon âge sont comme ça et c'est des gens qui sont dans mon univers. En fait, il se passe quoi en dehors de notre univers d'entrepreneurs? Et je pense j'ai pas de chiffres en tête, mais ça m'étonnerait pas que largement plus de 50 de la population utilise très peu ChatGPT. Surtout des gens plus âgés certes, mais pas que, tu vois? Et je pense que oui, peut-être qu'un jour les gens n'utiliseront plus Google Maps, mais bon, moi, je l'utilise encore quasi quotidiennement, tu vois? Genre, si je cherche un ostéo, je vais pas demander à ChatGPT: «Trouve-moi un ostéo». Soit je vais demander en bouche à oreille, soit je vais taper sur Google Maps ostéo et après je vais chercher quelqu'un qui prend sur Doctolib parce que je déteste passer des coups de fil et tu vois, du coup, mes critères, ils sont encore assez, SEO friendly donc je me dis: «Bon, j'ai encore un peu de temps». En tout cas, je me suis pas renseignée ensuite sur comment, rentrer sur, ChatGPT et tout ça, ChatGPT. mais pour moi, ChatGPT intègre le SEO Google donc si tu es bien référencé et que tu as beaucoup d'avis positifs, je vois pas pourquoi tu tomberais pas, y compris dans l'IA. Je taperai photographe Vercors et je te dirai. Mais autour de moi, je vois tout le monde qui s'y met vraiment. Enfin, tu vois, mes frères et sœurs, et ils demandent, ChatGPT pour maintenant, elles demandent ChatGPT pour tout et rien. Donc c'est pour ça que je me dis, après c'est peut-être un microscope en pas de là où je suis, mais je me dis: «Waouh, moi j'ai la flemme, tu vois, d'aller faire les différentes pages Google», alors que ChatGPT, il te donne ta réponse qui, en général, est la bonne du premier coup, où tu peux le challenger, il va te trouver le truc dans la page 10 et tu as pas à faire tes 10 pages Google pour trouver ce que tu veux. C'est pour ça que Ouais, c'est c'est une clair. vraie question que je me pose sur ça. Mais par contre, comme toi, je pense que c'est du SEO qui sera du SEO de ChatGPT, je sais pas comment on va appeler ça. Il y a des gens qui vont trouver un super nom, sexy pour ça. Mais c'est sûr que ça marche, le concept sera toujours globalement le même. Je pense et en fait, je vois pas pourquoi, en fait, GPT irait te chercher des gens mal notés. Et tu vois, typiquement, si je fais une recherche ostéopathe, machin truc, moi, je vais regarder les 3 premiers mieux notés. Je vais pas faire 10 pages, hein, clairement. Je regarde les 3 mieux notés et bien sûr que ça peut être des faux avis, bien sûr, j'en suis consciente. Mais je me dis: «Bon, au pire, c'est un bon marketeur. J'aurai toujours des trucs à apprendre», tu vois? Ouais. Et je me pose pas la question et tu vois, l'autre coup, je sais pas, je cherchais un coiffeur sur Grenoble. J'ai tapé, coiffure, non genrée sur, Google. En vrai, il y avait 3 coiffeurs, 2 peut-être, enfin vraiment rien. J'ai regardé les 3 sites et je me suis dit: «OK, celui-là, il a l'air stylé». Je suis allée chez elle et tu vois, je dis pas du tout que
ma manière de faire, c'est la manière de la majorité des gens. Mais je pense qu'il y a encore des gens old school comme moi qui regardent ça et Oui, qui bien font sûr, des choix un peu, ouais. tu vois? Ah non, mais alors je te dis l'avantage de ChatGPT, c'est que tu peux dire, je veux que les gens par exemple, moi quand je cherche un café pour travailler, je veux que dans les commentaires, il y ait écrit, «endroit sympa pour travailler» et du coup, en fait, il te scanne les commentaires de trucs et du coup, il te met Ouais, directement ça va plus vite. le bon lien. Très C'est pour ça smart. que c'est Et tu vois, je pense que là, c'est la première fois où sur du SEO Google Maps, je vais me positionner comme coach, sachant que du coup, oui, OK, on fait des randos avec ma chérie dans le coin, mais globalement, 90 de mon activité, voire plus, c'est en digital. Et je suis curieuse de voir, est-ce que des gens vont booker des séances de coaching avec moi parce qu'ils m'ont trouvé sur Google Maps, tu vois? Vraiment, j'ai hâte de voir ça, si ça marche ou pas, parce que je me dis, je pense qu'il y a tellement peu de coachs et tellement peu de gens dans le digital qui pensent à faire des Google My Business, alors que pour moi, c'est genre la base de la base, tu vois? ouais, carrément. Après, tu vois, moi qui ai une Google My Business, de coaching, heu, ça m'a apporté ouais, en fait, c'est que maintenant je me suis mis ma fiche Google sur, une boîte postale. J'ai arrêté de la mettre, chez moi et du coup, elle est en plein centre de Paris, donc je pense que ça fait plus trop réaliste. Mais quand elle était, chez moi, ça m'a apporté de temps en temps, en effet, des clients. Donc Pourquoi pas, quoi? non, je pense que tu prends des personnes de temps en temps, carrément, carrément, carrément. Mes premiers clients, moi, quand j'étais sur Paris et qui sont venus avec ma fiche Google, ils sont venus avec ma fiche Google aussi. C'est ouf. En fait, en tout cas, moi, ce que je trouve ouf, c'est que encore une fois, tu as pas besoin d'un site pour ça. Le site juste va améliorer ton SEO si tu fais des articles de blog et cetera, où tu es bien sur des bons mots-clés, mais tu te dis, vu que tu peux le renvoyer sur ton Insta, c'est gratuit. Enfin, genre, en fait, ne pas le faire, vraiment, je comprends pas. Il y a vraiment une partie de mon cerveau qui est genre: «Pourquoi vous le faites pas?» tu vois? Alors, je connais si ouais, tu as raison, en fait, si dans les entrepreneurs digitales, il y en a beaucoup qui le font pas. Après, moi, je sais que je le recommande à tous mes clients. Par contre, en ce moment, comme tu l'as dit, ils sont ultra stricts, sur la fiche Google C'est et chaud, tu te hein? fais très vite recaler, recaler. Il faut re-aller à la Ouais, je sais plus comment on dit, j'ai plus l'expression, mais bon, à la machette. à la vachette. Pour se faire éviter, je sais que moi, du coup, j'ose plus bouger ma fiche Google parce que j'ai pas envie qu'elle reparte en validation et qu'elle se fasse bloquer. Ouais, Mais c'est des trucs un peu galères. ouais. Bah, en tout cas, voilà, moi, j'ai mis 4 mois, plus de 7 relances, ne lâchez pas, ça marche. À un moment, À un moment donné, il va y avoir un humain qui va avoir pitié. c'est ça. Je vois le temps qui passe, Nadège, il y a une dernière, partie là dont j'aurais aimé aborder avec toi. Tu es coach business, tu vois énormément d'entrepreneurs qui débutent et tu les accompagnes là-dessus. C'est quoi un peu les plus grandes erreurs que tu vois, de ton point de vue, de ta casquette, où tu te dis: «Ouais, c'est vraiment là ceux qui nous écoutent, faites pas ça, tombez pas dans ce piège». Ben, peut-être c'est une erreur un peu méta du coup, mais c'est la subordination et la comparaison, je dirais. En tout cas, c'est vraiment ce truc de: «OK, je suis coach dans telle niche, du coup, je me compare aux grandes maniches». Alors déjà, gros guillemets sur grande la niche parce que première re erreur, ça serait en fait de comparer son arrière-boutique à la vitrine des autres, tu vois? Vraiment le côté, «Ah putain, lui ou elle, ça a l'air incroyable, son business a l'air de rouler». En fait, tu en sais rien. Tu sais quoi? Franchement, si ça se trouve, cette personne, elle se couche en PLS tous les soirs, elle est déprimée, si ça se trouve, elle a un cancer. On sait Mmh. pas sa vie, en fait, tu vois? Premièrement et du coup, sur le côté subordination, c'est aussi, bah, OK, un tel ou une telle a dit: «Il faut faire ça pour réussir sur Instagram, il faut faire ça pour réussir sur LinkedIn, il faut avoir une fiche Google pour réussir dans la vie». Et tu vois, le risque, c'est ça, c'est de se subordonner en se disant: «Ah bah, OK, cette personne a dit qu'il faut, bah, je le fais». Non, en fait. Est-ce que c'est aligné avec toi? Est-ce que c'est vraiment écologique pour toi? Est-ce que c'est vraiment ta zone de génie? Est-ce qu'il y aurait pas une manière peut-être plus stratégique pour toi de le faire? Chaque cas est différent. Tu vois, hier encore en coaching de groupe, il y a une personne dans laquelle j'ai du coaching qui donnait beaucoup de conseils non sollicités aux personnes et qui étaient pas vraiment adaptés en vérité. C'était genre: «Ah bah, tu devrais faire ça parce que ça marche bien dans cette niche, non, non, non». Et tu sais, moi, j'étais vraiment un peu en mode: «OK, j'espère que cette personne parle pas comme ça à ses clients», mais en tout cas, je me disais: «Ben, c'est quand même vraiment méconnaître la réalité de chaque personne, quoi». Mmh. C'est ça, pour ça que j'adore moi t'avoir dans mon équipe. C'est que justement dans le programme, il y a une base, il y a une trame et que je suis sûre que quand ils sont trop en procrastination et cetera, bon bah, va prendre un coaching avec Nadège. Il y a un truc que j'ai dit où tu as dû le prendre au pied de la lettre et que tu voulais pas le prendre au pied de la lettre et qui fait que du coup, bah, tu es dans une injonction à: «Il faut absolument faire ci, il faut absolument faire ça» et ça marche pas et ça avance pas. Heu, c'est simplement que tu es pas sur un truc qui te fait kiffer, quoi. Ouais et sur la comparaison, ça peut être: «Cette personne a l'air, je sais pas, plus charismatique, plus experte que moi». OK, c'est quoi tous les bénéfices que tu as à être dans ce que toi tu es? Et bah, du coup, dans les entrepreneurs qui se lancent, il y a très souvent cet écueil de: «Oui, mais moi je suis débutant, débutante, donc c'est nul» entre guillemets. OK, c'est quoi tous les bénéfices de débuter dans un domaine? Est-ce que tu es plus créatif, plus curieux, curieuse? Est-ce que tu as plus de temps à consacrer à tes clients? Et tu vois, moi, quand j'ai débuté dans le coaching, concrètement, j'aurais pu être H24 avec quelqu'un, tu vois? En fait, c'était mes premiers clients, bah, j'avais, bah, toute ma semaine pour eux.
et c'est quoi le bénéfice de vendre ça? C'est genre, bah, je suis dispo, je sais pas 7/7, 12 heures sur 24, tu m'appelles quand tu veux. Tu peux monnayer ça et les gens qui ont des plannings bookés, ils pourront jamais vendre ça, en fait. Ouais, carrément. Carrément, carrément, il y a plein d'avantages à débuter et déjà moi ce que je dis toujours, en général, tu es moins cher. Déjà rien que ça, c'est pas mal pour le client. De ouf! Tu es moins Il est cher il et en est même ravi. temps, tu es peut-être plus au courant des nouveautés, tu es peut-être mieux formé aux nouveaux outils qui arrivent. Enfin, il y a vraiment Tu es beaucoup pas de bénéfices, blasé, quoi. et tu es pas Tu es pas blasé. blasé. Très vite, je sais que moi j'ai changé de cible justement, pour les salariés épuisés parce qu'à un moment donné, ça me blasait, j'étais trop dans de la redondance et cetera et parce que aussi je pense que c'était pas la cible qui me correspondait le mieux. Mais c'est de se dire, en fait, quand tu débutes, tu as ce truc de débutant de, bah, comme dans un nouveau poste, quoi. Tu arrives dans un nouveau poste en tant que salarié, tu es super motivé et tout et puis au bout de 6 mois, ouais, bon OK, ça va, on se repose un peu. Carrément. Top, ultra intéressant, Nadège. Merci à toi pour tous ces partages. Encore une fois, je trouve ça, ouais, j'ai pas d'autres mots que ultra intéressant. Le fait que tu es vraiment multicasquette. Quand on parlait là des injonctions, ne pas se libérer des injonctions, on entend très souvent, voilà, il faut une niche client, il faut bien une cible et cetera. Il y a plein de manières d'y arriver, et du coup, merci à toi pour nous partager tout ça et que, on a le droit de changer 36 fois de de casquette et de métier, c'est OK, ça se fait et d'ailleurs, je pense aujourd'hui, tu devrais rechanger et à l'aise, c'est plus un sujet. Parce que la première fois que tu as dû switcher, je pense de kiné à masseuse, il a dû, se passer pas mal de résistance. Mmh. Là, tu auras encore un peu de résistance ou tu l'as tellement fait que tu te dis, «C'est la vie et ça se fait tranquille, quoi». Déjà, alors peut-être c'est un fantasme de ma part, mais je pense vraiment pas que j'arrêterai de coacher un jour. Peut-être juste la forme évoluera et je mettrai un autre titre, une autre ticket derrière, mais au fond, ce sera toujours le même business pour moi. Donc déjà, même si tu vois, même si j'arrêtais la photo, je commençais la poterie par exemple, ben, bon, j'aurais toujours le coaching, tu vois, qui me ferait kiffer et tu vois, tu me disais peut-être la première fois c'était frictionnel. En fait, la première fois, ce qui était frictionnel, c'était de se dire: «OK, j'ai investi tellement d'argent, de temps, d'énergie dans mes études de médecine puis de kiné, qu'est-ce que vont dire mes parents?» Tu vois? Vraiment, c'était la première chose qui m'a touchée et bon, ça a été très vite balayé, tu vois, puisque j'ai décidé tout ça en quelques jours et d'ailleurs, je leur ai pas dit. J'ai décidé de pas leur en parler, comme ça, c'était beaucoup plus simple. Mais non, maintenant, j'ai plus aucun enjeu dessus. Le prix à payer, en fait, c'est de gagner moins d'argent rapidement. C'est la vérité. À chaque fois que tu changes de business, faut en recréer un. C'est du temps, c'est de l'énergie, tu gagnes pas de thunes. Si tu es à l'aise avec le prix à payer, c'est OK. J'ai pas envie que les gens se disent juste: «Ah bah, je fais ce que je veux, il y a pas d'enjeu». Si, l'enjeu, c'est ça et j'étais dans des scarcités financières plein de fois dans ma vie, j'étais dans la dèche plein de fois dans ma vie. Ça m'a mis dans des états et nuls et trop bien parce que c'est là aussi que j'ai eu mes plus belles idées, quand tu es dans la dèche et que tu dois trouver des manières de t'en sortir, tu en trouves plein, tu vois? Et donc voilà, mais c'est aussi parce que j'étais dans la grosse dèche que j'accompagne mieux les gens qui le sont, tu vois? Mmh. Je pense. Et qu'est-ce qui fait que tu as persévéré du coup? Désolée, on continue les questions. Qu'est-ce qui fait que tu as persévéré dans ces moments de dèche et que tu t'es pas dit: «Bah, tiens, je prends un job», peut-être que tu l'as fait, hein, mais un job de caissière, un job alimentaire, Je me suis posé la question des centaines de fois, même encore, récemment. Mais en fait, bon, alors déjà, si je voulais reprendre un job alimentaire, je serais kiné, je pense, ou masseuse à la rigueur. Ou en tout cas, je referais un métier que j'ai déjà fait parce que du coup, c'est plus facile pour moi. Je pense pas que je referais kiné en vérité, je ferais plutôt du massage. Pourquoi je l'ai jamais fait? Parce que, à chaque fois, j'ai eu le petit truc qui juste au moment où je vais prendre cette décision, il se passe un truc et c'est bon, ça redécolle et aussi, bah, il y a quelques années, j'ai appris à demander de l'aide. Il y a des gens qui m'ont prêté de l'argent. Pareil, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Je vous dis juste ce que j'ai fait, mais en tout cas, c'était hyper dur pour moi d'avouer que financièrement, c'était chaud des fois. Et réussir à surpasser ça, à ce que les gens me dépannent, en fait, ça a été très formateur pour moi et je crois que ça a été capital dans mon fonctionnement et tu vois, j'ai pu prêter de l'argent, moi, l'an dernier, à une amie qui était en galère et c'était un peu genre, j'ai bouclé une boucle, tu vois? C'est ouais. genre: «OK, en fait, l'argent, c'est juste une énergie comme une autre». Tu vois, je me poserais pas la question si quelqu'un me demandait, «Prête-moi ta veste», tu vois? Oui, je lui prête ma veste. Bah, en fait, prêter de l'argent, recevoir de l'argent, ça m'a permis aussi de dédramatiser ça, quoi. Et à quel moment tu t'es dit justement: «J'ai besoin de demander de l'argent»? Un jour où j'étais malade et je pouvais pas aller chez le médecin parce que j'avais pas l'argent pour. Tu vois, ça me met les larmes aux yeux d'y penser parce qu'en fait, bah, là, ça faisait quand même ça touchait vraiment des un truc, on va dire, urgent chez moi et voilà, et quelqu'un m'a aidé et c'était reparti, quoi. Et ce jour-là, c'était une évidence qu'il fallait demander de l'aide ou il y a une partie de toi qui résistait quand même à dire, «C'est pas grave, je vais pas chez le médecin»? C'était pas évident, mais en fait, c'est la personne qui m'a prêté de l'argent qui m'a mise un peu, contre le mur, quoi. C'était genre, au pied du mur plutôt
et donc je peux pas dire que je l'ai demandé en mode, c'était facile, parce que c'est plutôt la personne qui m'a proposé et qui m'a un peu forcé la main de me donner de l'argent. Mais du coup, ça a débloqué toutes les fois suivantes, en fait. Et après, du coup, comment ça s'est passé? Je sais pas, je me mets à ta place, hein, si je demande de l'argent, je pense que je me mets une pression de dingue pour, pouvoir rembourser au plus vite. Est-ce que tu t'es mis cette pression? Est-ce que c'était une pression bénéfique? Est-ce que c'était compliqué? Enfin, toi, comment tu as vécu le après? Alors déjà, c'était 300 balles, hein. Juste, je remets le contexte, Ouais, ouais, voilà, mais c'était moi, pas à titre personnel, vraiment, même je pense 20 €, tu dur, vois? ouais. Je pense que ça me met dans enfin, j'aime pas être redevable. Faut que je travaille Oui. ça sur moi, tiens, je me vais le noter. Ouais, j'ai ce truc d'être redevable de quelqu'un, ça me ouais et donc je pense que je le vivrais, ouais, pas si bien que ça. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir Ouais. ton retour là-dessus. Hem, C'était pas facile, mais je me suis pas mis une pression de ouf. Alors déjà pour une raison très simple, c'est qu'en fait, très rapidement, j'ai pu la rembourser et si ça avait pris plus de temps, est-ce que ça m'aurait mis la rate au courbouillon? Je pense pas, je pense pas pour une raison simple, c'est que cette personne avait de l'argent et que c'était pas un sujet pour elle. Tu vois, je me disais pas: «Mon Dieu, ces 300 € vont l'empêcher de bouffer à la fin du mois», tu vois? Il y avait pas d'enjeu pour elle. Non, en vrai, ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai pas pour le coup, j'ai pas trop de tips à te donner, pas si ce n'est de se dire: «OK, c'est quoi les bénéfices pour la personne de faire ça?» parce qu'en fait, au moment où toi, tu te dis: «Ah putain, je suis trop chiant», tu lui demandes quelque chose, en fait, si toi, tu inverses la situation, je suis sûre que ça te toucherait de pouvoir aider quelqu'un qui peut pas aller chez le médecin, tu vois? Tu te poserais pas la question: «Est-ce que j'ai file 300 balles?» en fait. Donc tu le ferais. Donc si tu et ça t'apporterait sûrement beaucoup de bien-être et de fierté et d'enthousiasme à l'idée de pouvoir aider quelqu'un. Donc en fait, si tu te mets dans les baskets de l'autre et que tu vois les bénéfices pour elle de faire ça, tu vois plus trop l'inconvénient pour toi de le demander, en fait. Ouais, excellent point. Top, top, top et je vois le temps qui passe, on va aller s'arrêter là. Tu aurais un dernier conseil pour ceux qui bah, justement, on reste sur ce truc de la peur financière, qu'on peur de manquer, qu'on peur que ça plante. Est-ce que tu auras peut-être un dernier conseil, à leur partager? Hem, Bah, c'est plus une question qu'un conseil. Ce serait, mais en fait, si vraiment tu as plus d'argent, OK, tu fais quoi? Et c'est marrant parce que hier, tu sais, sur le petit jeu là qu'on a fait avec Louisa, je tirais des cartes et justement j'ai pris un screen de cette carte parce que je trouvais ça stylé. C'était: «Si tu n'avais plus du tout d'argent, que ferais-tu et comment tu t'en sortirais?» Et tu vois, j'y réfléchis souvent à cette question parce que du coup, j'aime bien en fait me prémunir de ça. Et alors, bon, moi personnellement ma réponse ce serait, bah, en fait ce serait pas un sujet parce que mes parents sont là, ils m'aiment. Si vraiment c'était la pure dèche et que ma meuf me virait, ce qui n'arrivera pas je pense, mais si ma meuf me virait et que c'était la pure dèche, je pourrais toujours aller, chez mes parents. En fait, il y a pas de scénario où, je dors dans la rue, tu vois? Ce scénario n'existe pas. Donc voilà. Après, bah, et si je voulais pas aller chez mes parents, bah, je reprendrais un métier, voilà, en fait, je reprendrais un métier, alimentaire. Gros guillemets, quand je dis alimentaire, parce qu'en fait, le massage en vrai j'aime bien. Juste, je voulais un métier digital, je voulais pouvoir voyager facilement et le massage se prête pas à ça, c'est tout, tu vois? Ça me fait penser que je voulais parler de ton jeu, on n'a même pas eu le temps de parler de ton jeu. Dans tes nombreuses casquettes, tu as aussi créé un jeu, de cartes trop stylé, pour se poser des questions, bah, d'introspection un peu profondes comme celle-ci, entre amis, en couple, en tout seul aussi. Heu, Elle est venue comment cette idée? Et et comment tu gères encore une idée de plus dans ta tête, enfin, tu vois, dans l'organisation? OK. Alors je vais faire short, mais cette idée, elle est venue qu'avec ma chérie qui s'appelle Louisa, en fait, quand on s'est connus, du coup, on habitait très loin l'une de l'autre et du coup, souvent, on s'appelait, on se faisait des visios et Louisa avait plein de jeux de cartes, de questions, deep en anglais et du coup, soit elle me les prenait en photo, soit, elle me les montrait à la caméra et puis on a appris à se connaître comme ça, en fait. Et puis, en fait, on en parlait des fois à des clients et tout et en fait, on a beaucoup de clients francophiles qui sont un peu nuls en anglais et qui parlent pas du tout anglais. Donc déjà, ils étaient un peu hermétiques à ça parce que, bah, du coup, ils comprenaient pas, fallait qu'on traduise, enfin, ça enlevait un peu le côté, fun du jeu et aussi, ben, dans les jeux français, on se disait, ça, c'était des questions pipi caca, quoi. Franchement, surtout les jeux orientés couple, c'était vraiment, tu vois, le vrai tout missionnaire. Enfin, c'était l'enfer, vraiment et donc du coup, on s'est dit: «OK, comment on fait un truc stylé?» Et donc ça, c'était il y a presque un an, hein, qu'on s'est les premières fois posé la question et puis il y a quelques mois, on s'est dit: «Bon, bah, on le fait ou on le fait pas, quoi?» Et on s'est bougé les fesses et c'est parti et en vrai, c'est tombé dans une période, l'été, où moi j'avais quand même beaucoup moins de séances de coaching parce que, bah, souvent les programmes s'arrêtent l'été où il y a moins de gens et cetera. Donc j'avais du temps pour ça et donc j'ai appris à coder, enfin à coder. Je suis pas dev, hein, mais j'ai regardé des tutos, j'ai acheté des formations et tout et c'était parti, quoi. Et maintenant, bah, le lancement, ça a été un peu un sprint final quand même parce qu'on s'était dit: «On fait ce lancement le 3 décembre». Du coup, c'était quand même un peu le rush pour nous parce qu'on avait plein de trucs à gérer, plein de bugs à gérer, enfin bref.
et puis là, ça redescend un peu et comment on gère ça? Bah, en fait, là, on a un calendrier Ditoc qu'on fait Louisa et moi et on va essayer de batcher un peu, quoi. On va essayer de faire du contenu, genre toutes les 2 semaines et essayer de programmer ça et nous l'enlever de la tête, tu vois? Pour que ce soit juste un petit supplémentaire, mais on n'a plus envie que ce soit un truc auquel on pense tous les jours comme on l'a fait ces dernières semaines. Et vous avez une ambition particulière, une vision particulière pour ce jeu? Ou non, c'est du plus, c'est du bonus et on verra là où ça nous mène? Au début, on était un peu dans cet état d'esprit, puis en voyant que ça prenait bien, on s'est dit, «En fait, on veut impacter le plus de monde possible». Alors évidemment, si on pouvait toucher 10 000 personnes ou plus, on serait refaites. Après, c'est un jeu long terme, tu vois? Pour moi, c'est un jeu long terme. Moi, cette année, je me suis dit, «J'aimerais faire minimum 1 000 ventes en 2026». C'est déjà bien, hein? Ça serait ouf, ça serait ouf et puis, et l'autre coup, on rigolait, on disait: «Bah, en fait, si on fait 20 000 ventes, on se paye une maison», tu vois? Donc oui, c'est un peu chelou dit comme ça, mais en fait, bah, c'est tout ce que je nous souhaite, quoi. Ouais, carrément. Ouais, je mettrai les liens du jeu, en descriptif de l'épisode parce qu'il est vraiment top. J'ai eu la chance de le tester en avant-première et si vous aimez bien vous poser des questions, il y a pas mal de questions à se poser. Les épisodes de podcast, je les termine toujours avec une question, que nos éditeurs vont poser en marchant en musique. Heu, Ça peut être une question que toi tu aimes bien te poser, régulièrement ou une question qui a été game changer pour toi dans ta vie. Bref, est-ce que tu as une question comme ça que tu as envie de poser à nos auditeurs? Mmh. Ouais, je pense que ça rejoint un peu celle que j'ai posée tout à l'heure, mais du coup, dans un monde où l'argent n'est pas un sujet, où tu as pas peur de la critique, de perdre le lien, hem, comment tu pourrais le plus contribuer au monde avec ce que tu es naturellement? Et peut-être une question qui en découlerait, ce serait: «OK, et c'est quoi le premier pas qui va te permettre de contribuer dès aujourd'hui?» Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, après la première question, sont en mode: «Ouais, peut-être un jour je ferai bla. Mais non, mais en fait, aujourd'hui, est-ce que tu peux, je sais pas, aider ta voisine, qui est un peu vieille, à faire je sais pas quoi? Est-ce que tu peux envoyer un message à une amie qui est en PLS? Enfin, tu pas à attendre, en fait, tu vois? Tu peux contribuer dès aujourd'hui et je pense que dans la plupart des programmes où j'interviens en business, les gens sont un peu tristes parce qu'ils ont pas encore de clients et du coup, ils se sentent pas contribuer, en fait. Et souvent, ce que je leur dis, c'est: «Oui, je sais que ton KPI, c'est l'argent, je sais que tu veux vivre de ton activité, mais peut-être un des premiers steps, en fait, c'est juste de te sentir utile et de te coucher le soir en te disant: "Ben, franchement, c'était une belle journée, quoi"». Trop bien, trop bien, trop bien. Et ben restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir cette question à méditer en marchant et en musique. Et Nadège, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des petits mots doux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Mmh. Bah, le plus simple, c'est sur Insta parce que sur LinkedIn, je suis pas trop, donc c'est nadège.depriester. Top. Je mettrai les liens, de ton compte Insta et de ton jeu de cartes, en descriptif de l'épisode. En tout cas, un grand merci à toi, Nadège. C'était, super intéressant ton parcours, qui est, j'aime pas ce mot-là, mais plutôt atypique par rapport à ce qu'on voit partout. Donc, merci à toi de nous avoir partagé tout ça et moi je te dis, à très vite. Yes, merci à toi, Alex. Ciao.